Bonjour, suite à la dernière séquence vidéo dans laquelle on a enregistré un- une vidéo sur la désirabilité, la notion de désirabilité en formulation, comme je vous ai promis de faire une application sur un cas réel, la formulation des chips. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi avec nous cette vidéo, que dans le secteur industriel, on est toujours confronté à lorsqu'on formule des produits à des exigences, aux caractéristiques des produits dans tous les domaines, dans les huiles, dans les essences, dans les lubrifiants, dans les peintures, dans les colles et vernis, dans les bétons, dans les verres, les alliages, les produits détergents, les produits pharmaceutiques, la technologie alimentaire, etc. À chaque fois qu'on se propose de formuler un produit, il faut des exigences, il faut des caractéristiques. Alors, par exemple, lorsqu'on se propose de formuler une peinture à partir des matières premières, bon, il faut prévoir qu'est-ce que sera la viscosité, quel sera le pouvoir couvrant, quelle serait la force colorante de cette peinture, est-ce qu'il est adhésif, le temps de séchage, etc. Donc, ceci doit être mentionné dans le cahier des charges et on essaye les gens qui s'occupent de la formulation essayent de remplir pour répondre à ces exigences. Nous avons évoqué le problème des carreaux céramiques. Lorsqu'on fabrique un carreau céramique, on doit examiner sa dureté, sa rugosité, sa porosité, le retrait des dimensions avec le temps, etc. Même chose dans le cas des huiles lubrifiantes. Il faut vérifier certains critères de cette huile, l'indice d'acidité totale, l'indice de basicité, la viscosité cinématique, la viscosité dynamique, le point d'écoulement, le point éclair, etc. Alors, dans tous les problèmes de formulation, des méthodologies adoptées commencent par le choix des matières premières. Le choix de matière étant fait, donc on doit passer aux techniques de mélange. Il faut bien mélanger le produit en faisant attention à bien choisir le type de mélangeur, les mobiles d'agitation, maîtriser tous les processus de fabrication de produits. La troisième étape, c'est les mesures, c'est de mesurer les caractéristiques de ce produit-là. Donc, on a recours à la métrologie pour effectuer des mesures exactes. La formulation, la notion de mesure est quelque chose de très très important. Avant d'effectuer les mesures, il faut s'assurer d'étalonner l'appareillage, de le calibrer d'abord, de l'étalonner et de s'assurer des incertitudes et prendre les bonnes décisions sur quelles sont les valeurs qu'on doit retenir. Voilà les étapes qu'on parcourt pour produire un tel produit. Une fois qu'il est réalisé, il faut examiner sa structure, ses caractéristiques, et généralement ces caractéristiques sont exprimées dans des unités différentes. On trouve des masses, des forces, je sais pas, des pressions, etc. Donc il faut exprimer ces caractéristiques en termes de désirabilité. On les transforme en termes de désirabilité et chaque caractéristique, on lui attribue une désirabilité avec un taux de pondération, avec un coefficient. Ces coefficients peuvent être en commun accord avec le client de leur attribuer soit des valeurs A très voisins de 1, donc pour une désirabilité 100%, soit pour des désirabilités moyennes. On peut privilégier une caractéristique par rapport à une autre. Une fois qu'on transforme ces désirabilités, on peut calculer la désirabilité globale. C'est une moyenne géométrique et qu'on normaliser pour trouver des termes de désirabilité comprises entre 0 et 1. Voilà la démarche habituellement utilisée, suivie pour la réalisation d'un tel produit. Alors, donc, on va aujourd'hui parler d'un cas
Bon, c'est la boucle de formulation, toujours le choix des matières premières, les mélanger, mesurer les performances, transformer en termes de désirabilité, voir la désirabilité globale et décider si euh, on peut faire mieux. Donc ça va nous amener prochainement à comment minimiser le nombre d'expériences en ayant recours à la modélisation. Ça serait une introduction au plan des mélanges. Alors généralement, ces critères doivent être optimisés simultanément. C'est quelque chose qui est difficile et la qualité, bien sûr, d'un produit dépend de tous les critères, d'un grand nombre de caractéristiques. Il est donc nécessaire d'observer et de maintenir ces caractéristiques à des valeurs idéales simultanément. Le problème, comment obtenir une combinaison qui satisfait tous les critères des caractéristiques de ce produit. Taguchi, bon, c'est le père de la qualité, c'est un ingénieur japonais qui a émis les bases de la qualité, a proposé trois objectifs pour pour déterminer la qualité d'un produit par rapport à une caractéristique. Mieux que larger is better, plus la valeur est grande, plus la qualité est appréciée. On cherche donc à maximiser la réponse. Small is better, le but est d'obtenir la plus petite valeur possible pour la réponse. On cherche à minimiser la réponse. Target is better, le but c'est d'obtenir une valeur prise appelée valeur cible de la réponse. Dans ce cas, la valeur de la réponse devra être centrée sur la valeur cible. On va voir sur ces graphes. Bon, il y a plusieurs méthodes de déterminer, d'optimiser ces caractéristiques, mais on va s'arrêter sur la fonction de désirabilité qui est l'objet de cette vidéo-là. On ne va pas traiter les méthodes graphiques, on en reviendra lorsqu'on parlera des plans de mélange, des plans d'expérience. Alors, la fonction de désirabilité, c'est une fonction simple procédé qui peut combiner toutes les valeurs de plusieurs caractéristiques. Cette méthode se décompose en trois étapes. On modélise les critères, c'est-à-dire on exprime la réponse en fonction des constituants, de la composition des constituants. Parfois, il faut tenir compte du procédé. La deuxième, c'est transformer la transformation de chaque modèle en fonction des objectifs. C'est-à-dire, c'est les objectifs visés lorsqu'on fabrique ce produit, à quelles caractéristiques on va donner beaucoup plus d'intérêt. Donc, c'est ça, privilégier une réponse par rapport à une autre. Et la création d'une fonction de désirabilité caractérisant le compromis global entre les différentes caractéristiques de produit. Alors, généralement, on représente sa désirabilité sur un graphique. Dans l'axe des X, on met les réponses, et sur l'axe des Y, on met les désirabilités. Si des désirabilités sont normalisées, ils varient de 0 à 1 ou bien de 0 à 100%. Alors, bon, on choisit les valeurs minimales et les valeurs maximales sur des considérations d'expertise lorsqu'on connaît bien le secteur dans lequel on travaille, soit la technologie alimentaire, soit les lubrifiants, soit les détergents, soit en ayant recours à analyser un produit de concurrence. Parfois, bien sûr, il y a les contraintes réglementaires qui interviennent pour le choix de ces valeurs L et U. L, ça veut dire lower, valeur inférieure, et U, upper, valeur supérieure. Alors, comme a dit Taguchi, bon, parfois on maximise cette désirabilité. Plus la désirabilité est grande, large, plus supérieure à la valeur ciblée U, plus c'est bon. On dit larger is better. Donc, on a intérêt à maximiser la réponse. Par exemple, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, lorsqu'on veut fabriquer un carreau céramique, on a intérêt, par exemple, à qu'il soit dur, il ne se casse pas rapidement. Donc, si on travaille de telle façon que les propriétés mécaniques soient importantes, donc la cible est bon. Larger is better. Par contre, si on veut que
Dans le cas où smaller is better, c'est pour le même type la même type d'industrie du carreau céramique, on a intérêt, par exemple, à ce il n'y a pas assez de retrait sur les dimensions du carreau avec le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de rétrécissement de carreau avec le temps. Donc, parfois, ici, on minimise. Donc, on doit minimiser. C'est-à-dire, s'il y a un demi-millimètre par 3 ans ou 4 ans, c'est bon. Bon, donc il y aura des contraintes à l'intérieur de carreaux céramiques et on assiste parfois les joints de carreaux commencent à s'éloigner l'une de l'autre. Donc ça, il faut le maîtriser industriellement. Parfois, bon, on vise le centre. Target is better. Ça veut dire que il faut viser une valeur cible. Mais bon, on n'arrive jamais à atteindre une valeur cible. Il est toujours accompagné d'une incertitude à droite et à gauche. Parce que même si on mesure une table qui est en bois, on la mesure 100 fois, on n'aura pas toujours la même valeur. Donc, si on fait 30 valeurs, par exemple, on aura une distribution statistique. Et nous avons une gaussienne qui exprime la valeur réelle. Il est comprise entre ces valeurs-là, ces 30 valeurs-là, et on choisit un intervalle de tolérance pour exprimer les résultats. Donc c'est la loi normale. D'ailleurs, tous les résultats, bon, ils s'expriment sous cette forme-là, et on aura un intervalle de tolérance pour encadrer la valeur cible. Target is, voilà, donc target, la cible est toujours comprise entre un intervalle qu'on appelle l'intervalle de tolérance. Dans ce cas, la désirabilité peut s'exprimer de cette façon. Lorsqu'on est inférieur à L, la valeur, on a D égale 0. Lorsqu'on est supérieur à U, D égale 0. Lorsqu'on est entre U et L, après l'ailleurs, il y a deux zones. Il y a la valeur de la cible. Donc, dans la zone, pardon, donc, je vais essayer de faire bouger voilà. Donc ici, donc, on a l'intervalle de tolérance. On pourra exprimer dans cette zone, on dira qu'on a D égale 1. Alors que dans cette zone-là, on maximise la réponse. Et au-delà de l'intervalle de confiance, de tolérance, on minimise la réponse. Donc pour chaque point, on peut calculer la désirabilité correspondante en appliquant la règle des triangles semblables. Donc il suffit de diviser les hauteurs sur les longueurs et obtenir sur une valeur qui peut déterminer la valeur de t. On va voir ça dans des diapositives qui viennent. Alors, lorsqu'on vise à maximiser les résultats, les désirabilités, donc D avant L, c'est toujours D égale 0. Après D, c'est 1. Mais à l'intérieur, on peut faire des projections pour chaque valeur de la réponse. On peut la projeter pour avoir la désirabilité correspondante. Voilà, par exemple ici, oui, pour une réponse Y, nous avons la projection D sur l'axe des Y, l'axe des désirabilités. Dans le cas où on minimise, c'est la même chose. Et on peut, entre l'intervalle, dans l'intervalle LU, on peut déterminer les désirabilités pour chaque point. Alors, donc, voilà, donc on peut se prononcer sur la zone intermédiaire en ayant recours à, comme j'ai dit tout à l'heure, à la notion des triangles semblables pour déterminer les valeurs de D à l'intérieur de cette zone-là. Et on a D est égal U moins Y sur U moins L. Dans cette valeur, dans cet intervalle LU. Donc on peut transformer les réponses en termes de désirabilité. Les valeurs de L et U sont fixées par l'expertise de l'entreprise et la concurrence et les contraintes réglementaires. Maintenant, on va évoquer un cas pratique. C'est la notion de désirabilité pour un cas dans la technologie alimentaire. On parlera des chips. Les chips, on en connaît, mais
Il y en a beaucoup sur le marché actuellement pour des considérations de diététique. Il n'y a pas que les chips à pommes de terre. D'autres types de chips commencent à envahir le marché. On parle des chips jambon beurre, chips caramel de beurre et salé, les cheeseburgers, les chips de fruits, les chips de style, les chips aux légumes. On peut avoir des chips de carottes, des chips de betterave, etc. Des chips kebab, des chips vertes, même les salades, on peut les sécher et les manger sous forme de chips. Chips de pommes, chips de bananes, chips de nanes. Il y a beaucoup de types de chips qui sont apparus sur le marché. Alors, donc, on va voir une publication qui parle de des chips et qui fait une association entre la farine de blé et certaines féculents, des légumineuses, pour enrichir l'apport nutritif et diététique d'une nouvelle série de chips. Alors les chips, on les mange dans les collations, c'est entre les principaux repas, entre le déjeuner et le petit déjeuner et le déjeuner. On peut les manger entre le déjeuner et le goûter, on peut les manger entre le goûter et le dîner, etc. Donc surtout au travail, on a toujours recours aux chips pour nous ravitailler. Bon, on utilise soit des biscuits, soit des fruits secs, soit des barres chocolatées, etc. L'industrie de collation a connu un grand essor ces dernières années avec un chiffre d'affaires qui va de 35 à 40 milliards de dollars. Donc c'est un marché florissant qui a incité les gens à investir dans ce domaine-là et on commence à faire beaucoup attention aux caractéristiques nutritives et organoleptiques. Ce travail qu'on va exposer, c'est un travail qui date de 2014 et qui est prévu de faire des chips à base des légumineuses et de la farine de blé. Alors pourquoi les légumineuses? Parce qu'ils sont riches en protéines, ils sont riches en glucides complexes, riches en fibres, contiennent des vitamines et des sels minéraux, ils sont faibles en matière grasse, il n'y a pas de cholestérol, faible indice glycémique. Donc les légumineuses peuvent contribuer à réduire le risque des maladies cardiovasculaires. Alors donc le présent travail, dans le travail qu'ont présenté ces auteurs, ils ont prévu de fabriquer des chips à partir de la farine de blé, en lui associant la farine de pois chiche, la farine de petits pois et la farine de soja. Alors la composition initiale contient 80% de blé et les autres 20% est constitué d'un mélange varié de pois chiches, de petits pois et de soja. Donc ils ont fait la démarche suivante, donc ils font 80% c'est la base et en incorporant différents mélanges contenant le pois chiche, le petit pois et le soja pour voir les qualités nutritives de ce chips-là. Alors, bon, comment ils ont travaillé? Donc, à partir des farines, ils les ont malaxées, mélangé les différentes proportions, homogénéisation des farines. Les farines ont été pétries en ajoutant une quantité fixée d'eau, un verre. Ils ont pétri pendant 10 minutes dans un pétrin. Ils ont laissé reposer pendant 10 minutes, 20 minutes plutôt, avec une couverture en cellophane. Après, bon, ils ont travaillé la pâte en l'étalant avec un laminoir pour avoir une épaisseur de chips. Une petite épaisseur 1 mm à 2 mm. Et ils ont découpé ces pâtes selon la forme voulue. Donc, on peut les couper sous forme de frites, on peut les couper sous forme de carreaux, ovales ou circulaires, comme on veut. Donc, le moule, on peut le choisir. Et puis, la friture de ces chips dans une huile, chauffe à huile.
choix, j'ai mis X, il faut mettre X, choix de l'huile, contrôler, une friture contrôlée à 180 degrés Celsius pendant 40 secondes. Alors, une fois que l'opération de friture est terminée, on laisse reposer, on égoutte l'huile, après on procède aux analyses physico-chimiques, on détermine le taux de protéines, le taux de centre, nous renseigne sur la matière minérale existante, le taux de matière sec, bon, peut-être assez à 105. Le taux de cendre, donc on utilise des fours à des 400, à des températures élevées. Il faut calciner le produit. Le taux de matière sec, donc on travaille à 105 degrés pour voir la quantité de légumineuses, des fibres qu'il existe à l'intérieur de ces pâtes-là. Ah, et après, on examine la couleur. La couleur, bon, vous savez, quand on a ce type de mélange, on a la farine de blé qui est blanche, relativement blanche, la farine de pois chiches qui est jaunâtre, la farine de soja, elle aussi, elle est jaunâtre, et la farine de petits pois, elle est verdâtre. Donc, il faut mesurer la couleur. On a ici, donc on utilise le référentiel Scilab, qui détermine A étoile, B étoile, L étoile et C. Donc, ça sera, on fera une séance ou deux sur la colorimétrie, comment on apprécie la couleur, c'est la teinte, la saturation, etc. Et puis, on analyse la texture de ce frit, de ces chips, comment leur texture, leur structure interne, comment ils sont. On peut, à l'aide des appareillages adéquats, voir comment ils sont croustillants, non croustillants. Donc, la texture nous donne une idée sur la consistance de ces frites-là, de ces chips-là. Et puis, la dernière étape, c'est une analyse sensorielle qui est relativement subjective. Donc, on fait appel à un panel de jurys qui sont bien formés, qui ont une formation dans ce domaine pour apprécier la qualité organoleptique. Donc, c'est une analyse sensorielle qui se base sur le goût, sur l'odeur, sur lorsqu'on croque les chips, il faut des appréciations, il y a des notations. Donc, des notations de, je sais pas quelle échelle ils vont utiliser. Donc, c'est la vue. Donc, on donne une idée, la vue. Donc, tout ça, on utilise les sens, les 5 sens, pour apprécier la valeur d'un tel aliment. C'est l'analyse sensorielle très utilisée dans le domaine des cosmétiques et le domaine de la technologie alimentaire. Alors, donc, voilà, les résultats sont consignés dans ce tableau-là. Ici, on a réalisé 15 mélanges. Ici, vous avez dans la première colonne l'appréciation, c'est-à-dire les réponses mesurées concernant le goût. Les notes sont comprises entre 5,80 et 5. On va voir, il y a des valeurs, voilà, il y a la valeur 5. Il y a la couleur. La deuxième colonne, ça concerne la couleur, l'appréciation de la couleur de ces chips. La troisième, c'est la croustillance. Bon, quand on croque, on entend un petit bruit. Donc ça, c'est la croustillance. Y4, c'est la préférence totale, c'est une note globale de ces chips-là. Donc voilà, donc nous, ici, on va introduire la notion de désirabilité. Alors, généralement, quand on a ce type de tableau-là, il faut choisir la valeur de L et U. Lower et upper. Alors, comment on choisit ces valeurs-là? En général, on prend la petite valeur dans chaque colonne, c'est la valeur L. Par exemple, ici, nous avons 5, c'est la plus petite valeur. Et la plus grande valeur, c'est 5,80. Donc, c'est upper, lower. Donc, en général, bon, si au-delà de 5,80, si on veut maximiser, c'est 1. Au-delà de 5, si on veut minimiser, c'est 0. Donc, on a intérêt ici à améliorer le goût, la couleur, la croustillance et la préférence totale. Donc, c'est un cas qui va maximiser toutes les désirabilités qu'on veut.
Donc, on a ici un problème, on est confronté à un problème de maximisation et non pas de minimisation. Alors, donc, on a toutes les courbes, ils doivent répondre à ce critère-là. Donc, on va prendre la petite valeur L, qui est choisie ici parmi les plus petites valeurs de chaque colonne, et U, c'est la plus grande valeur de chaque colonne. Donc, on va le faire pour la couleur, pour le goût, pour la croustillance et pour la performance totale. Donc, on peut on peut faire ça sur un tableau Excel pour bien voir les résultats. Alors, on va essayer de transformer. Ici, nous avons les réponses. On va les transformer en désirabilité. Donc, on va les transformer en désirabilité. Pardon. On va les transformer en désirabilité. Donc, on va utiliser cette équation-là. Pour toutes les valeurs qui ont inférieur à la petite valeur, D égale 0. Pour toutes les valeurs qui ont supérieur à U, on aura D égale 1. Et à l'intérieur, entre U et L, on va utiliser cette formule-là. Donc, pour cela, on dresse un tableau Excel. Voilà, on le dresse. Et pour chaque colonne, on utilise cette formule-là pour calculer la valeur de la désirabilité. Ici, si on utilise cette forme-là, nous avons Y moins L. Dans ce cas, L, la valeur inférieure, c'est 0. Donc, 5,80 sur 5,80 moins 0, ça donne 1. Et ainsi de suite, on va transformer toutes les colonnes une à une. Et voilà la désirabilité. On a transformé la désirabilité de chaque réponse. La réponse de chaque... Voilà, on a transformé les réponses de chaque caractéristique en termes de désirabilité. 5,80, on aurait donné 100%. 5,1 a eu 13%. 5,7 à 0,88. 5,5 c'est 63%. Alors, donc, lorsqu'on fait ici lorsqu'on dresse le tableau, pour calculer le minimum, on utilise la fonction Excel égale min et on choisit les cellules, toute cette plage de cellules là. Et il nous indique automatiquement la valeur de 5, c'est-à-dire le minimum. Pour le max, on utilise la même chose pour retrouver le max. On ne repère pas à l'œil, on le repère à l'aide de logiciel, en utilisant la fonction min et max en Excel. Donc, une fois qu'on a min et max, on a la valeur Y, c'est la valeur correspondant à chaque cellule. L, c'est l'hour, c'est 5. U, c'est la valeur 5,8. L, c'est la valeur 5. Il suffit de remplacer dans chaque colonne et vous aurez les termes de désirabilité correspondants. La même chose pour la désirabilité 2, la désirabilité 3, la désirabilité 4. La désirabilité globale, ça serait en valeur pondérée cette fois-ci, on va donner W1 égale 1 pour la croustillance, W égale 1 pour le goût, W égale 1 pour la performance totale et W égale 1 pour le goût. Donc, toutes les caractéristiques seront affectées avec le coefficient 1. On les met sur le même pied d'égalité. Et la désirabilité globale, c'est 80,5, 21,2, 0, 61,5, etc. Donc, on peut reporter ça sur un graphe. Donc, voilà, si on représente ce ternaire qui est constitué par les trois éléments qu'on a choisis. On a éliminé le blé. On s'est intéressé uniquement à la farine de pois chiche, qui est au sommet là, 100%. La farine de petits pois, piofor, un sunflower ou du soja. Donc, si on examine ce tableau-là, voilà, je sais pas, donc j'ai pas noté en rouge. Donc, les valeurs maximales se trouvent dans cette zone-là. Donc, on peut composer. Dans cette zone-là, on a la zone de compromis où toutes les caractéristiques désirées sont remplies. Donc, si on se place uniquement sur cette zone-là, on n'a que des binaires, c'est pas intéressant. Même chose ici, si on se place sur ce point-là, on n'a que des binaires. Alors, pour trouver un ternaire, il faut creuser à l'intérieur de ce domaine expérimental et remailler le modèle pour trouver des mélanges qui peuvent
présentait beaucoup d'intérêt. Donc la zone de compromis, elle est située dans cette zone-là. Alors si vous voulez, je peux vous donner comment on trace ces diagrammes ternaires, comment on fait ce calcul. Donc je sais pas, donc voilà, je passe à l'Excel. Je passe à l'Excel pour vous montrer comment j'ai réalisé ce calcul-là. Voilà, donc vous avez 5,8 ici. Alors, je peux taper ici, voilà la formule égale D4, c'est-à-dire la cellule 4, moins la petite valeur. On commence d'abord par calculer le min et le max. Alors, je viens ici et je tape min pour chercher. Donc, ici, je tape, voilà la fonction qui vous permet de calculer le minimum. Minimum, c'est-à-dire la cellule D4 à la cellule jusqu'à la cellule 18. Donc, il nous affiche automatiquement le 5. Pour chercher le maximum, voilà, donc, on vient ici, on tape, on met max de la colonne de la cellule D4 à la cellule D18. Il nous donne la valeur 5,8. En ce moment-là, quand j'ai ces valeurs, il suffit de remplacer dans les colonnes pour calculer la valeur de désirabilité. J'applique la formule suivante. Voilà, j'applique cette formule bêtement. U moins Y sur U moins N. Y étant la valeur correspondante à chaque cellule. Donc, je le fais pour toutes les colonnes et on a la désirabilité globale qui est quoi? C'est la valeur de la désirabilité de goût multipliée par la désirabilité de la couleur multipliée par la désirabilité de la croustillance multipliée par la désirabilité de performance totale mais divisé par 1 sur 4 pour la normaliser, c'est-à-dire pour voir des valeurs comprises entre 0 et 1, on divise par 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc 4, on a 4 caractéristiques, on divise par 4 et ça nous donne les valeurs suivantes. Ces valeurs-là correspondent au graphe que j'ai mentionné là. Alors pour le traçage des graphes, on utilise pour réaliser ces graphes, on utilise Minitab. Donc c'est un logiciel qui traite un peu la qualité, les plans d'expérience. Donc on va faire une démonstration en essayant de vous montrer comment on dessine ces graphes. Donc je vais à statistique, Dewey Design of Experiment. Je passe à mixture, plan de mélange, et j'ai dit create mixture design, créer une. Alors on va choisir un simplex lattice, réseau simplex, on en parlera plus tard, simplex lattice design avec 3 composantes, display available design, donc il va nous montrer les différentes combinaisons possibles. Dans la publication que nous avons examinée, il y a 15 mélanges, donc on va choisir ici, il y a 15 mélanges avec un degré de maillage de 4. Donc je mets OK. Alors, donc, display, j'ai mis 15, voilà, je répète, c'est 15, OK. Maintenant, je vais voir le design. Donc, alors, je précise ici le degré de maillage, c'est 4. Donc, je ne veux pas ajouter des points au centre. Je décoche cette case. Je n'ajoute pas des points sur les axes. Je décoche cette case. Le nombre number of replicate of the whole design, donc c'est une seule réplique. On va pas faire 3 ou 4 répliques, on va faire une seule. Je mets OK. Donc voilà, component, donc je vais ici à introduire, nous avons la proportion totale c'est 1, donc on peut spécifier si on a des restrictions sur les compositions. Donc A, je mets ici chic PA flower, c'est-à-dire on va spécifier floor. Le deuxième composé, on va mettre PA flour, la farine de petits pois. La première, c'est la farine de pois chiches. Le troisième, c'est soy flour, la fleur de la farine de soja. Soy flour. Voilà, donc on a nommé les composés. Je mets OK. Alors, component, design. Je mets OK, je vais voir ce que ça donne.
Voilà, donc on a les 15 mélanges. Ils sont distribués aléatoirement, mais on a 15 mélanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mélanges. Donc on a 15 mélanges. Donc c'est le nombre de points qu'on a sur le graphe. Alors les compositions, ce sont les sommets, si c'est un autre sommet, les milieux des arêtes, etc. Le centre, on va revenir lorsqu'on parlera comment on fait le maillage d'un simplex, Lattice Design, d'un réseau simplex. Alors maintenant, je vais lui demander de me tracer le graphe. Donc je reviens toujours à Stat, Dewey, je mets Mixture, je travaille Create Mixture, alors je vais lui maintenant Simplex Design Plot. Montrez-moi le graphe. Donc voilà les noms, on les a retenus. Je mets OK. Alors voilà. Voilà donc mon graphe que j'ai copié et j'ai collé sur le document que je vous ai présenté. Et donc il y a 15 compositions. Donc nous avons les arêtes. La majorité des compositions se trouve sur les arêtes. On a 3 compositions qui sont à l'intérieur de ce diagramme-là. Donc voilà un peu le nous avons vu une application directe de la désirabilité dans un exemple concret. Je vous remercie à la séquence prochaine. Merci.